Hello you. Je suis là pour vous présenter un acteur splendide. Jim Carrey dans ce Clash What the fuck on you. Si je continue à l'imiter, je crois que ma mâchoire va se décrocher. Donc, on va tout de suite balancer l'émission. Né le 17 janvier 1962, le gamin a très vite des envies de comédie et à 7 ans s'entraîne naturellement à faire des grimaces devant un miroir pour finir à se présenter dans des spectacles scolaires. Son père, musicien de jazz et comptable, un duo improbable de métier, bah oui, quand même, le jazz c'est quand même une musique très très libre, alors que le comptable c'est surtout une monotonie des chiffres, va le lancer dans sa carrière en le lançant dans plusieurs cabarets, mais le succès ne sera pas au rendez-vous et Jim Carrey s'arrêtera là pour une première. Il décide de croire en son fils en organisant des spectacles à Toronto, mais la réussite ne sera pas au rendez-vous et à 16 ans, direction l'usine de pneus avec son père. Mais Gilles n'en a pas fini avec sa carrière et s'essaye au stand-up partout où il peut, quitte son Ontario natal pour rejoindre Los Angeles avec uniquement 1000 $ en poche pour vivre le rêve américain. Il tentera même d'auditionner au Saturday Night Live de la saison 80-81 pour au final subir un nouvel échec. Il enchaîne avec les seconds rôles, les caméos et quelques premiers rôles dans des films sans envergure tels que Objectif Terrien avec Jeff Goldblum ou Peggy Sue s'est mariée et Vampire Forever. Voilà des faits qui n'ont laissé aucune trace dans l'histoire du cinéma. Les années 80 pour Gilles n'en est pas vraiment doté de gros films. Il essaie juste de se montrer et d'exister dans le tas des acteurs. Pour avoir vu pas mal de ces films de cette époque, autant les ignorer. Et à part les grands fans de Jim Carrey qui veulent posséder tous ces films, ceux-ci sont souvent sans intérêt et bien ennuyeux, ou tout juste regardables, pour être poli. On peut noter en 1983 son premier rôle sur la comédie Copper Mountain qui lui permet d'exploiter sa plasticité et ses imitations. Pour les sorties DVD de ces films, alors que Jim Carrey était souvent des fois un second rôle, se retrouve à être le seul sur la jaquette pour promouvoir un film sans intérêt, mais le vendre sur l'image de l'acteur. Débuté dans les années 90, et on oublie assez souvent, mais c'est bien avant The Mask ou Ace Ventura, car l'artiste fera remarquer en 1990 sur une série des frères Wayans, aka les Scary Movie ou Ma Famille d'abord, pour ceux qui connaissent, dans In Living Color, une série à sketch qui survivra 5 saisons et où l'acteur pourra se lâcher avec la famille Wayans dans des délires et sketchs totalement délirants multipliant les personnages. Et comme c'est une série qui n'est jamais sortie en version française, seuls les vrais fans possèdent les DVD. Mais bien sûr, ce qui lui vaudra sa renommée mondiale est bien entendu The Mask en 1994, suivi d'Ace Ventura la même année et de Dumb and Dumber. Le spécialiste de la grimace, de l'extravagance est lâché. Le débile heureux était au sommet du box-office pour de l'humour grotesque, empruntant au cartoon. Tex Avery en particulier pour les références dans The Mask, mais surtout pour ses jeux faciaux et même physiques, donnant à l'acteur ce cachet unique par son excentricité éprouvante et grassement drôle. Imprévisible, tel son détective pour animaux, d'un naturel pourtant douteux, au point que les ennemis de Dumb and Dumber douteront d'humains semés de la stupidité. Mais 1995 confirme la position de leader de Jim, invité dans le blockbuster de l'été Batman Forever, où le seul intérêt du film résidera dans la prestation de Jim. Parce que le reste du film est poliment chiant. Mais heureusement, il y aura aussi la suite largement supérieure et excentrique, on ne croyait pas ça possible, d'Ace Ventura en Afrique, qui repousse les limites de la déviance et du politiquement correct, telle une sortie anale de rhinocéros, 20 ans avant Grisby. Et enfin, la comédie au goût de thriller déjoncté, qui a pour moi une vraie valeur sculpte surtout au fil du temps, où ce film mal aimé à l'époque retrouve actuellement une nouvelle chance et où la critique de l'éducation par la télévision fut passée inaperçue à l'époque. Et il enchaînera en 1997 sur un menteur hilarant et dans lequel je reviendrai pour parler de thèmes récurrents chez l'acteur. Pourtant, ce film est sûrement le début des changements que va opérer Gilles dans sa carrière.
Mais je reviens sur le thriller disjoncté car il est important de souligner le changement que va opérer la carrière de Jim Carrey à travers ce film. Le début est vraiment dans le burlesque le plus total. Il est même assez souvent comparé à Jerry Lewis, jouant avec son physique hors norme et ses différentes facettes du visage pour jouer à l'homme élastique, à la limite de la normale, pour des situations toutes plus loufoques les unes que les autres. Il aura réussi à atteindre un charisme sur le registre de l'humour qui le positionne directement auprès des plus grands. Et s'il veut continuer à marquer les esprits, il va devoir maintenant surprendre son audience dans des rôles le sortant de son registre de confort. Il finira les années 90 avec sûrement deux de ses plus meilleurs films, en 98 avec Truman Show et 99 Man on the Moon. Man on the Moon étant mon film favori de Jim Carrey. Man on the Moon raconte la vie de Andy Kaufman, comique ayant réellement existé et jouant sur la vérité et le mensonge, pour rire, se créer des personnages, des conflits, des situations complètement extravagantes pour faire douter le spectateur de ce qu'il voit à l'écran. Et si ce film marque terriblement, c'est que Jim a beaucoup de ressemblances avec Kaufman, qu'il interprète à merveille, lui aussi ayant débuté par des imitations, en cabaret et en faisant le pitre devant le miroir quand il était gamin, mais surtout ayant pour symbolisme le mensonge dans leur vie respective. Que cela soit avec Menteur, Truman Show, I Love You, Philip Morris, Nombre 23, Eternal Sunshine, of the Spotless Mind, ou The Mask, etc., etc. Des tonnes de films de Jim et des personnages qu'il interprète ont pour thème le mensonge. Ce masque de sociabilité qui lui permet de cacher le vrai soi ou celui de la vie. Reprenant l'idée souvent que les comiques sont souvent ceux cachant une profonde douleur morale, voire cachent souvent des hommes dépressifs. Cette association d'idées n'est pas totalement farfelue, dans le sens où l'humour se doit de représenter un fond de vérité sur nos contemporains, et les meilleurs humoristes de décrypter les hommes de son époque pour mieux s'en moquer. Et plus nous sommes conscients de ce que sont les hommes, plus notre rejet se fait fort. Kaufman est de cela. Il deviendra un véritable misanthrope, allant même aux putes pour éviter les relations humaines. Et paraît-il, juste pour rigoler avec et non pas pour coucher avec. Jim, lui, ayant eu le droit à quelques divorces l'ayant éprouvé, comme la mort de certains de ses proches, donnant à l'acteur, dans les journaux People, une image de personne maniaco-dépressif sous médicaments. Ses rôles beaucoup plus tragiques, tels que The Truman Show, dont on contrôle sa vie à travers le mensonge, lui permet de se délivrer de celui-ci, tel Menteur et le ceux de son fils, là où Man on the Moon, lui, semble glorifier le mensonge par le mensonge ultime, sa propre mort. Kaufman se fera même douter de son propre cancer à ses fans extrémistes qui croiront que son enterrement n'est qu'un énième spectacle de sa part, et beaucoup le croire encore vivant. Mais revenons à nos moutons, et si Jim veut absolument dérouter son audience, en prouvant qu'il peut jouer la tragédie, reste que l'humoriste veut rester une valeur sûre pour les enfants. Et si en 2000, le Grinch lui permettra de jouer dans son premier conte pour enfants, le film prouvera qu'il tient à enseigner la morale aux enfants avec d'autres films du même style, comme pour laisser une trace aux nouvelles générations et au point de renier un de ses films, annulant la promotion au beau milieu de la sortie de celui-ci. Mais nous reviendrons là-dessus. Les films s'enchaînent en 2001 avec The Majestic, qui rajoute un côté romance au cinéma de Jim, et si le film reste correct par la réalisation de Franck Darabont, qui n'a plus rien à prouver, comme avec son ligne verte, Les Évadés ou The Mist, le film reste néanmoins plus ou moins banal. 2003 suivra sûrement l'un des plus gros succès commerciaux, qui est Bruce Tout-Puissant, qui, même si le film a gagné son public, surtout, je pense, pour son message très chrétien et ayant été très promotionné par l'église catholique. Je trouve pour ma part que le film manque cruellement de scènes folles, Jim étant en pleine mutation, et au lieu de proposer, vu le synopsis de départ, un gros délire allant toujours plus loin, de proposer un mélange bâtard entre une folie furieuse et un film à message dramatique romance, se vautrant lamentablement des deux côtés. Si Majestic et Bruce se foirent tous les deux pour ma part, c'est pour la romance pas assez naturelle et magnifique, Jim paraissant peu à l'aise avec les sujets romantiques. C'est pourtant rattrapé dès 2004 avec le dantesque Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Michel Gondry, touchant, attendrissant, et revenant encore le sujet du mensonge pour oublier une histoire d'amour qui finit mal, suivra la même année l'envie de persister dans le conte moral pour enfants dans les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, où Jim, complètement transformé, vole carrément la vedette au héros du film.
2005 arrivera une comédie sympathique, mais sans grande envergure, qui est Braqueur amateur, mais là encore, on pourra y voir le thème du mensonge et se replonger à travers une famille qui cache sa misère aux yeux des voisins. Là où 2007 permettra enfin de voir une nouvelle évolution que va prendre Jim dans sa carrière avec le thriller Le Nombre 23. Bon, à signaler que Jim va plus ou moins petit à petit s'installer dans différents genres différents, comme le thriller avec Le Nombre 23, comme je vais vous parler, ou la comédie romantique avec Eternal Sunshine of the Spotless Mind et The Majestic et tout ça, mais derrière ça ne va pas l'empêcher de retourner dans les genres qui ont fait son succès, comme la comédie, comme justement le conte moral pour enfants, parce qu'il a vu que justement ça marchait bien pour lui. Alors, Jim Carrey tente des choses, tente petit à petit de se lancer dans plusieurs genres différents, mais revient toujours à ses grands amours pour espérer un nouveau succès et se relancer dans quelque chose de nouveau après. Pour revenir sur Le Nombre 23, si j'ai beaucoup apprécié le film, la réalisation comme le jeu donne une atmosphère très peu pesante et au final trop gentillée pour un thriller moral. Si Le Nombre 23 restera longtemps une rareté dans sa filmographie, Jim semble au final virer dans le genre thriller pour ses prochains projets prévus en 2017, et c'est à voir si ceux-ci vont encore changer le champ d'action de Jim ou prolonger son œuvre en restant cohérent avec ce nombre 23 à des rendez-vous grand public. Mais il faut bien l'admettre, Jim élargit les genres, la femme morale, la drame, le romance, on oublierait son talent d'humoriste. Et c'est avec Yes Man en 2008 qu'il fait un gros retour fracassant dans le style exubérant de ses débuts, dans une comédie good feeling, sentant justement une positive live faisant du bien dans une période de crise. Mais 2009 permettra à nouveau de Jim de retrouver la fable morale avec le drôle de Noël de Scrooge, jouant 4 rôles complètement hétérogènes et réussis, à croire qu'il pourrait être le seul acteur de ces films. Et enfin, l'excellent I Love You Phil Morris, une comédie homosexuelle avec son humour excentrique mais jamais insultant, qui prône la tolérance et s'insurge contre la mythomanie. Encore une fois, le mensonge donc, envers l'amour des sentiments. Et si les années 2000 furent les derniers coups d'éclat, la période 2010 va être plus ou moins catastrophique pour Jim, enchaînant des choix qui ne vont se révéler payants économiquement et le reléguant un peu plus dans l'ombre. Monsieur Popper, c'est ses Pingouins en 2011, commençant par ne pas être très rassurant pour sa carrière, mais 2013 va suivre 2 excellents films, l'incroyable Burt Wonderstone et Kick-Ass 2. Et si le premier est une comédie à Saturday Night Live, Jim joue un second rôle, le film va se révéler être une véritable catastrophe au box-office, reléguant même le film à un direct ou DVD quelques années plus tard en France, le passant en totale indifférence. Et Kick-Ass 2 sera lui aussi mal accueilli par les critiques, sera même rejeté dans sa promo pour son ultra-violence par Jim, qui se veut rester un modèle pour les enfants. Mais Jim, tu aurais pu lire le scénario avant d'accepter le rôle, ou voir au moins le numéro 1, pour comprendre que ce film n'était sûrement peut-être pas raccord à ta filmographie. Enfin, cela n'empêche que pour moi, Kick-Ass 2 est aussi une réussite. Il n'est pas au niveau du 1, mais il reste un très très bon film. Anchorman 2, lui, permettra en 2013 d'éviter le naufrage total, tandis que pour se relancer et avoir sa comédie culte des années 2010, de se lancer dans la suite d'un de ses succès, Dumb and Dumber 2, en 2014, et qui, s'il n'est pas trop ridicule, semble plus proche du produit fait pour relancer la carrière des Farrelly et de Jim qu'une véritable suite réfléchie. Et si pour l'instant le reste est vide, The Bad Batch en 2017 et True Crime semblent encore sortir du lot dans la filmographie qui petit à petit s'étoffe dans de nouveaux rôles. Alors à voir si Jim a encore à nous dévoiler de nouvelles facettes de son jeu et de permettre de se relancer dans le game avec ses nouveaux films. Alors, je ne vous en ai jamais parlé, mais il faut savoir que donc j'avais 3 acteurs dont je chérissais toute la carrière et j'achetais tous les films en masse ou les sorties cinéma, bien entendu. En gros, j'étais au taquet pour ces 3 acteurs-là. C'était Jackie Chan, bien entendu, tout le monde le sait. Arnold Schwarzenegger, un autre acteur que justement que j'ai apprécié grâce à ces films énormes et que je parlerai plus tard un jour. En tout cas,
J'espère, j'ai son autobiographie, j'aimerais vous raconter sa vie qui est vraiment copieuse et véritablement intéressante. Et pour vous dire, je suis plus démocrate que républicain, mais j'aurais voté pour lui en Californie, et sans remords, parce que ça reste quand même quelqu'un qui a du répondant, qui sait réfléchir et qui, au-delà justement de ce positionnement politique, a d'excellentes idées pour le genre humain et non pas juste pour ses intérêts personnels. Et enfin, donc, celui à qui je dédie cette émission, Jim Carrey, bien entendu. Jim Carrey, sans lui, de rien, j'aurais même pas peut-être commencé du théâtre et tout ça pour me lâcher. Et c'est carrément en voyant ces excès faciales et tout ça que je me suis dit que le cinéma était justement le moyen de se relâcher, de se détendre, de ne plus être soi pour être complètement un nouvel être devant un public et une audience qui serait fascinée. Alors voilà, Jim Carrey est quand même une des stars les plus importantes qui ont fait ce que je suis à l'heure actuelle et qui ont fait que j'adore son cinéma et qui fait que je continuerai à le suivre, même si, comme vous avez pu le constater, dans les années 2010, il ne m'a pas posé grand chose qui m'ont plu actuellement, et c'est pour ça que je l'abandonne plus ou moins, mais que je crois en lui comme Jim Carrey, comme Jackie Chan, qui à une époque nous a laissé qu'avec des merdes. Je pense qu'il pourra un jour se réveiller, se ressusciter et proposer une nouvelle carrière riche et enrichissante. Donc voilà, je vais essayer de lire ce que j'avais prévu de dire. En tout cas, voilà. C'est une légende vivante qui a osé plusieurs fois sortir hors de son réseau de jeux pour se découvrir, parfois se perdre, mais garder toujours en lui ses premiers amours pour garder pied à terre dans les terres de l'humour qu'il adore. C'est pour ça qu'en toute amitié, je suis enfin content de lui dédier une émission, rien qu'à lui, pour cet humoriste qui m'a inspiré. Et c'est terminé!